Allô tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du Sideline. Aujourd'hui, j'ai la chance de co-animer l'épisode avec Karianne Driade. Salut Karianne. Bonjour Dr No. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien parce que l'épisode est ultra intéressant, alors je peux juste bien aller. Et en fait, on est super chanceux parce que pour la deuxième fois, on reçoit le docteur Hébert Davies, qui est spécialiste en trauma et en membres supérieurs, un chirurgien qui est professeur agrégé à l'Université de Washington. Il est aussi directeur médical de services chirurgicaux à Harborview Medical Center à Seattle. Bon, Dr No, je sais que vous voulez le dire, alors... Ouais, c'est l'hôpital de Grey's Anatomy. Ouais, puis en plus de travailler à l'hôpital de Grey's Anatomy, Dr Hébert Davies est un expert en membres supérieurs, puis ça tombe bien parce que c'est exactement, on parle des luxations d'épaule dans le podcast, alors ça la donne bien qu'on ait sa vision des choses. Étant donné que Dr Hébert Davies travaille aux États-Unis, ça a été intéressant aussi de voir un peu sa façon de voir les pathologies de la luxation de l'épaule, le plan de traitement, puis un peu... mais c'était vraiment intéressant juste de voir sa perspective de tout ça, en fait. Donc, si la luxation d'épaule, c'est un sujet qui vous touche ou c'est une pathologie que vous traitez comme professionnel, je pense que c'est un bon épisode pour vous. On va vraiment voir tout ce qui touche la luxation d'épaule, que ce soit le traitement chirurgical, conservateur, les différentes options, le retour au sport, etc. Donc, sur ce, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Rebonjour, Jonah, comment ça va? Ça va super bien, Marie. Merci d'être encore là avec nous sur le Sideline pour parler aujourd'hui, ou en tout cas pour ce podcast-là, d'un autre sujet. La dernière fois, on avait parlé de clavicule. Là, on va parler d'instabilité d'épaule, des luxations d'épaule. Encore une fois, un traumatisme qui arrive souvent dans notre population pédiatrique, jeune adulte, etc. Donc, juste pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre épisode, est-ce que tu peux te représenter rapidement, nous dire ta formation, où tu pratiques, etc.? Sans problème. Premièrement, je dirais qu'il faudrait retourner écouter l'autre épisode parce que c'est vraiment un épisode fantastique. La deuxième chose, c'est fait que moi, j'ai été formé, j'ai fait toutes mes études à Montréal, Université de Montréal en médecine, en orthopédie en résidence. Puis après ça, je suis allé aux États-Unis faire mes fellowships. Donc, j'ai fait un fellowship en traumatologie générale à Seattle, à Harborview Medical Center, à l'Université de Washington. Puis après ça, j'ai fait une sur-spécialité en reconstruction de l'épaule et du coude à l'université. En fait, c'est Washington University à Saint-Louis. Puis après ça, maintenant, je travaille à Seattle, à l'Université de Washington, en combiné des deux. Donc, je fais beaucoup de membres supérieurs, de trauma, de reconstruction post-trauma, puis de ce qu'on appelle de l'électif plus, là, des patients qui ont eu des problèmes, qui ont besoin de reconstruction. Super. Bon, maintenant, un peu comme dans l'autre épisode avec la clavicule, on va faire une petite mise en situation. Cette fois-ci, étant donné que la luxation de l'épaule, c'est un petit peu moins controversé, vous allez un peu moins voir Dr No et Jonah qui se bat. Mais c'est ça, dans le fond, une autre mise en situation sur la luxation de l'épaule. Quand même assez typique de la pathologie, là. Une jeune adolescente de 17 ans qui joue au soccer, puis là, en fait, au football, ouais, au flag football, un sport. Puis là, un petit trauma, elle se luxe l'épaule. Puis là, elle sait pas trop quoi faire. Les gens savent pas quoi faire. C'est quoi les premières choses qu'on fait quand tu vois une luxation d'épaule, puis la suite des choses ensuite? OK. C'est une super bonne question parce que ça arrive très, très fréquemment. On voit ça beaucoup chez les gens qui font des sports de contact ou même des sports de semi-contact qu'on appelle comme le soccer ou même le flag football, où il peut y avoir des chutes avec le membre en extension puis en abduction puis en rotation. Donc, souvent, les gens vont tomber, vont avoir une luxation. Quand les gens se luxent l'épaule, ils le savent immédiatement. Ils ont une sensation de l'épaule ne bouge plus, ils sont pas capables. C'est accompagné d'une douleur relativement extrême, très rapidement. Puis, cette douleur-là augmente avec la spasticité des muscles qui vont spasmer pour essayer d'empêcher de bouger. Très, très, très rarement, mais ça arrive, il y a des thérapeutes athlétiques ou des physiothérapeutes, des fois, qui sont sur le sideline, on parle bien là, pour le sideline, qui vont être très rapides pour diagnostiquer cette pathologie-là. Et ils sont capables de replacer l'épaule
de façon aiguë, sur le terrain. OK? Ça prend une formation, ça prend quelqu'un qui est capable de le savoir, puis qui est capable de faire ça rapidement, puis aussi de savoir que si ça ne fonctionne pas, ils ne vont pas s'acharner dessus parce qu'ils peuvent causer plus de dommages. Mais quand ça arrive, puis que c'est reconnu très rapidement, puis ils peuvent le replacer, ça va vraiment très, très bien parce que ces gens-là, ils n'ont pas eu le temps d'avoir tout le spasme musculaire, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des problèmes, puis tu peux replacer l'épaule. La douleur est essentiellement partie. Puis, les gens peuvent commencer à parler plus, ils vont être capables de prendre plus de temps pour aller à l'hôpital. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça va super bien. Quand ça n'arrive pas, la prochaine chose, c'est de savoir que c'est ça le diagnostic, parce qu'il pourrait avoir une fracture de clavicule, pour avoir une luxation acromioclaviculaire, pour avoir une luxation sternoclaviculaire, donc ça, c'est avec la clavicule puis le sternum. Donc, toutes des choses. Oui, une fracture d'autre, mais c'est une fracture de l'humérus proximal, des choses comme ça, mais c'est très rare, surtout chez les plus jeunes, mais ça peut arriver. Puis, donc là, il faut savoir c'est quoi. Donc là, on regarde l'épaule, puis souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme une bosse qui est plus prononcée en avant que d'habitude. Puis ça, c'est vraiment la tête humérale qui va être sortie vers l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur de l'épaule. Donc là, on a une idée, là, on regarde, puis les patients, comme je dis, ont mal, fait qu'on essaie de les immobiliser le plus possible. Puis, habituellement, il faut les amener à l'hôpital ou du moins à un genre de clinique spécialisée là, en trauma, mais... Puis si on suspecte ça, là, juste pour tout le monde, il faut aller à l'urgence, il faut aller à l'hôpital, il faut aller consulter et on ne mange pas, on ne boit pas. Donc, super important, ça a l'air con hein, comme conseil, mais il faut rester à jeun parce que quand on arrive à l'hôpital puis qu'on a besoin d'une procédure, il faut être à jeun. Donc, c'est pas le temps de se dire « je vais aller prendre des forces chez McDonald's », on reste à jeun. Puis il y a une raison pour ça, c'est parce que si on donne de la sédation, les gens, ils perdent la protection de leur voie aérienne, puis s'ils ont un estomac plein, ils peuvent vomir, peuvent aspirer. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut comme savoir. Personne ne le dit jamais. Puis la sédation, c'est parce que, comme Jonah l'a dit, c'est qu'une fois que l'épaule est luxée, si elle n'est pas réduite tout de suite, les muscles se contractent. C'est ça qui fait mal, mais aussi quand nous, on essaie de la replacer, quand les muscles sont tous contractés, bien, ils forcent contre nous nécessairement. Donc, d'où le besoin de la sédation en plus. C'est pas très agréable de se faire ça. Là. Il y aurait une sédation dans le fond, plus pour replacer l'épaule. On parle pas encore là, de chirurgie. Pas de chirurgie, juste pour l'épaule. Ouais. Fait que là, les patients, ils vont arriver à l'hôpital. Ils vont voir une radiographie, ça va démontrer que l'épaule est luxée. Après ça, il faut la réduire. Il y a beaucoup de différentes sortes de façons de réduire l'épaule. Je pense que le dernier compte que moi j'ai fait, c'était 13 différentes façons, dépendant de comment les gens se sentent à l'aise ou pas. Il y a des choses qui sont un peu plus passives. On donne un poids, on fait le patient se placer plus d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses un peu plus agressives ou orthopédiques, qu'on dirait, là, où on tire sur le membre avec quelqu'un qui tire sur le corps pour essayer de replacer ça. Il y a des techniques qui existaient plus dans les années 60 où les gens ils se mettaient un pied dans l'aisselle du patient puis tiraient du plus fort qu'ils pouvaient. Moi, j'ai une radiographie ça, avec un pied. Sédation. Avec un pied, des os du pied dans l'aisselle d'un patient. Quelqu'un qui a pris une radiographie pour voir si ça avait fonctionné. C'est une radiographie parfaite. Mais fait que ça, c'est un peu scary. Peu importe la façon d'y arriver, il faut y arriver. Il faut remettre la boule dans l'omoplate, dans l'articulation. Puis, une fois qu'on est rendu là, ben là, on peut prendre d'autres décisions. Si on n'arrive pas pour X, Y raison, on fait la sédation, on essaye les 13 façons de faire, on n'arrive toujours pas à remettre la boule à la bonne place, il faut demander de l'aide. Fait que là, c'est demander de l'aide à un orthopédiste qui, eux, vont soit essayer de refaire la technique de réduction ou vont décider que cette fracture-là ou cette luxation-là est peut-être à haut risque de fracturer ou quelque chose, il faut aller en salle d'opération. Peu importe la façon, il faut juste retourner l'os dans l'articulation. Puis, est-ce qu'il y a certains riches, justement, est-ce qu'il y a des nerfs et des vaisseaux qui passent près de là quand on consulte l'épaule? C'est quoi qu'on peut faire si on sait que... Comment on sait si, justement, on a raté un des nerfs ou des... Oui, ça, c'est une bonne question. Donc, les luxations de l'épaule antérieure, qui est un autre sujet par rapport à la postérieure. Fait qu'antérieure, c'est vraiment le plus commun. C'est ça qui arrive avec les sports. C'est le plus commun qu'on voit avec les jeunes patients. Le risque de trauma associé, quand on dit trauma associé, c'est tout ce qui est à l'extérieur de la luxation. Donc, on parle de fractures, on parle de déchirures musculaires, de déchirures tendineuses, d'atteinte neurovasculaire. Est bas, mais pas zéro. Tu sais, on parle de peut-être les 5 à 8 %
at large. Puis chez certains patients, ça peut être plus ou moins. Les choses qui peuvent arriver le plus fréquemment en termes de complications du trauma lui-même, c'est l'atteinte du nerf axillaire, qu'on appelle. C'est un nerf qui passe sur le côté, qui donne la sensation de l'épaule, mais aussi qui donne le fonctionnement du deltoïde, qui est le gros muscle autour de l'épaule. Il pourrait avoir des atteintes du plexus brachial, on en a parlé dans le dernier épisode, mais les nerfs qui sortent de la colonne, qui vont vers tout le bras puis descendent dans le coude, ça s'appelle le plexus brachial, mais il peut avoir une atteinte de ce plexus-là qui peut causer un problème avec les nerfs dans la main, jusque dans la main. L'artère axillaire, c'est rare d'avoir un problème, mais ça pourrait arriver. Mais tout ça, ça devrait être des choses qu'on vérifie quand on arrive à l'urgence avant de faire la réduction pour s'assurer de savoir si c'est plus urgent ou pas. Après ça, comme j'ai dit, le seul but initial, c'est de remettre l'épaule dans l'articulation. Une fois que l'épaule est dans l'articulation, on met les personnes dans une écharpe ou dans une attelle, puis on leur envoie on les revoit, mettons, à 1 à 2 semaines, quelque chose comme ça, en clinique externe, souvent dans une spécialité soit médecine sportive, il y a des gens qui vont voir ça, ou en orthopédie, carrément dépendant de l'hôpital, du système de santé, il y a différentes façons de faire. Il faut vraiment réduire l'épaule. Est-ce qu'il y a des risques qu'on fasse un petit peu en réduisant l'épaule, on fasse quelque chose de plus grave que initialement juste la luxation elle-même? Ouais, en théorie, ça peut arriver, mais je te dirais que c'est important que les professionnels de santé qui s'en occupent sachent ça, puis que s'ils se sentent pas à l'aise, comme je dis, ils font un appel à l'aide, là, parce que ça peut arriver. Mais pour le patient, ça devrait pas être vraiment une considération. Eux, ils arrivent à l'urgence, ils sont vus, puis après ça, si les gens ont besoin de plus de spécialité, ils vont aller chercher ça avec les chirurgiens orthopédiques. OK. Puis là, de ce que je comprends, là, on remet l'épaule en place. Puis ensuite, c'est quoi la suite des choses? Là? J'arrive à... Mon épaule est remise en place. Est-ce que nécessairement, il faut que je fasse de la physio, faut que j'aille une chirurgie? C'est ça. Fait que là, le parcours du patient, c'est le patient ou la patiente vient voir peu importe qui entre 7 et 14 jours, habituellement, en écharpe, en immobilisation, peu importe c'est quoi. Ça peut être un physio, un médecin du sport, un orthopédiste. Souvent, même, je te dirais, nous, aux États-Unis, c'est souvent de la médecine sportive non chirurgicale qui vont les voir. Mais ça arrive que moi, je vois des patients qui ont été à l'urgence dans mon hôpital, puis je les vois à 2 semaines. Puis là, il faut avoir une discussion de tout ce qui peut se passer avec le patient, parce que ça, c'est beaucoup plus long comme première visite. Il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est quoi les prochaines... Des fois, c'est comme 40 années là, de ta vie. Qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on examine le patient. On veut s'assurer qu'il n'y a pas des autres traumas associés. On regarde les radiographies pour être sûr que l'épaule est quand même continue à être réduite, parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver, qui est replacé. Puis là, le patient, il retourne à la maison, il fait un faux mouvement, puis l'épaule est sortie. Fait que là, il faut refaire tout le même travail. On regarde ça... Puis après ça, on essaie d'évaluer un peu c'est quoi les problèmes associés. Fait que quand j'ai dit problèmes associés, on parlait souvent d'atteindre des tissus mous. Mais les autres choses qui peuvent être associées, c'est quand l'épaule luxe ou disloque, elle peut aller faire des petites fractures au niveau de l'épaule. Une fracture qui est dans la boule de la tête humérale, puis aussi une fracture sur le côté de l'omoplate qui peut rendre plus facile la reluxation dans le futur. Fait que là, il faut expliquer aux patients, dépendant de l'âge du patient, dépendant du sport qu'ils font, il y a toutes sortes de risques de reluxation, puis il faut parler de tout ça. OK, vous avez 16 ans, vous êtes un homme. Mais mettons, un patient, justement, un jeune, moins de 18 ans, là, c'est quoi les risques de reluxer? Oui. Habituellement, on dit qu'un jeune patient qui est actif en bas de 18 ans, surtout un homme, c'est 100% de chance de reluxation dans leur vie, sans intervention. Fait qu'on essaie d'expliquer que c'est probable qu'au moins une fois encore dans le reste de leur vie, ils vont reluxer. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'ils reluxent de façon continuelle plusieurs fois, parce qu'à chaque fois qu'il y a une luxation, il y a risque de dommage des tissus mous, il y a risque de dommage de l'os, puis il y a risque d'augmenter le risque de reluxation. Donc, la première fois, 100% peut-être, à long terme. Mais après ça, la deuxième fois, c'est plus comme 100% dans les prochaines années. Après ça, 3 fois. C'est quand même intense, hein, 100%. C'est comme... C'est la réalité, là, c'est que quand ils ont en dessous de 18 ans, les risques sont très, 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 très hauts. Surtout si c'est des athlètes, surtout si c'est du sport de contact.
C'est juste la façon. Sans intervention, c'est vraiment comme le plus commun. Quand vous dites intervention, est-ce qu'on parle vraiment de traitement chirurgical ou la physiothérapie en fait partie? La physiothérapie fait définitivement partie du traitement, mais on parle de traitement conservateur versus chirurgicaux. Mais classiquement, lors de la première luxation, tu sais, quand on a même dit que la première visite avec un médecin, c'est avec un médecin du sport qui n'est pas chirurgien. Donc, en général, la première luxation, c'est un traitement conservateur. Puis c'est quoi un traitement conservateur? C'est bon, ça, parce que traitement conservateur, c'est un peu... pour moi, traitement conservateur, c'est comme un peu... Ça veut juste dire qu'on ne fait pas de chirurgie. Ouais, mais c'est pas... Nous, on aime dire... En tout cas, moi, j'aime ça dire à mes résidents, je vais le dire en anglais, c'est « non-operative treatment doesn't mean no treatment ». Fait qu'en français, le traitement non chirurgical, ça veut pas dire pas de traitement. Puis souvent, les chirurgiens, ils savent opérer, puis ils disent, ben moi, je fais pas de chirurgie, tu feras ce que tu veux pour le non-op. Puis beaucoup pour les athlètes, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment faire un traitement qui est actif, non chirurgical. Ça veut dire qu'il faut les envoyer en physiothérapie avec un protocole de réhabilitation qui est pas nécessairement ultra strict, parce que les physiothérapeutes sont capables de décider un peu de c'est quoi, mais il faut avoir au moins... le but de ça, tu sais, de dire, OK, pour moi, ce patient-là a besoin de renforcement de la coiffe, il a besoin de stabilisation secondaire de l'omoplate, il a besoin de savoir quoi renforcement, faire en fonction du sport qui est ça. visé. Ouais. Puis ce patient-là a un haut risque de récidive, fait qu'il faut vraiment pousser X, Y, Z de tout ça. Puis après ça, tu laisses au physiothérapeute la décision de comment et quand. Puis ensemble, ils vont augmenter le renforcement, puis on va trouver ça. Fait que c'est important de dire pas de chirurgie, ça ne veut pas dire pas de traitement, c'est juste vraiment important de les guider à la bonne place, puis de faire ça. Donc pour moi, la majorité des gens qui viennent voir pour une première luxation, c'est comme, OK, on enlève l'attelle, on enlève l'écharpe, on commence les mouvements passifs, je leur montre à faire des mouvements en clinique, on fait une prescription pour la physiothérapeute, puis après ça, ils s'en vont en physio. Puis je les revois, mettons, à 6-8 semaines plus tard. Puis après ça, on évalue comment ils se sentent. Puis il y a plusieurs tests qu'on fait pour voir, qu'on appelle l'appréhension, d'autres petits tests spécifiques pour regarder comment l'épaule semble vouloir être stable ou pas. Puis après ça, si ça va bien, on continue comme ça. Puis moi, je les revois pas, ou plus de façon comme plus probable, je les revois la prochaine fois qu'ils luxent l'épaule avec leur sport. Mais justement, là... Moi, là, admettons, je suis un parent, puis je viens, puis j'ai mon ado de 15 ans qui a luxé son épaule, puis là, tu me dis, ben il y a 100% de chances que tu reluxes. Peut-être que je vais dire, mais pourquoi on ne ferait pas une chirurgie tout de suite? Hein? Ouais, c'est un bon point. Est-ce que la chirurgie rend l'épaule comme bionique, puis après, c'est sûr qu'elle va plus luxer? Fait qu'il n'y a pas de chirurgie parfaite, première chose. Deuxième chose, c'est que oui, peut-être qu'il y a une chance de reluxer, mais si le patient reluxe à 28 ans ou 35 ans, c'est totalement différent que s'il reluxe à 19 ans, à 20 ans, 21 ans, plusieurs fois. Fait qu'il faut savoir que ce qu'on dit, c'est la probabilité de reluxer à vie, pas la probabilité de reluxer rapidement. Mm-hmm. Deuxième chose, c'est que oui, il y a des gens qui commencent à parler en termes de stabilisation chirurgicale pour une première luxation. On voit ça beaucoup là, aux States, ils appellent ça first time dislocator. C'est comme un nouveau concept, hein, parce que ce qu'on a parlé avant, c'est ce qu'on a appris dans notre formation. Puis... Ça fait peut-être 10 ans, quand moi j'étais fellow, on commençait à en parler plus. Puis pour ça, il faut vraiment savoir c'est quoi les options de traitement, puis c'est quoi leurs bénéfices-risques en termes de reluxation, en termes de possibilités de problèmes à long terme. Puis après ça, il faut savoir aussi c'est quoi le risque global des patients. Comment on évalue ces risques-là. Fait que moi, quand j'ai la discussion avec les patients, mettons, tu viens avec ton enfant, puis ben regarde, le luxer, puis là, pourquoi je ferais pas de chirurgie? Fait que là, on commence à regarder les critères de récidive. Fait que c'est pas exactement parfait, mais j'aime beaucoup les appliquer. Puis c'est vraiment pas le but de ça, c'est pas de décrire les critères de récidive, mais c'est vraiment pour regarder le risque d'échec de chirurgie. Mais une de mes collègues dans le temps, Dominique Rouleau, elle a décrit ça avec un autre de nos collègues qui était à Sherbrooke quand lui était... en fait, lui a décrit l'article, mais elle a regardé les résultats après. C'était vraiment de regarder un peu sur les gens qui ont un haut taux de risque de complications avec la chirurgie, ce qu'on appelle simple, là, la chirurgie arthroscopique.
Puis quand on regarde les jeunes hommes qui jouent un sport de contact, qui sont hyper mobiles, puis qui ont une perte de l'os au niveau de l'articulation. Fait que ça, c'est pour moi les gens qui sont le plus à risque. Puis quand on dit perte de l'os, ça veut dire que soit que la tête humérale, qui est habituellement une sphère, a comme un morceau qui manque, comme un Pac-Man. Je savais que tu allais le dire. Ou comme une balle de golf qui est balle de ping-pong qu'on pousse à l'intérieur, puis qui a comme un défaut. Puis, de l'autre côté de l'omoplate, il manque un morceau de l'omoplate. Donc, l'omoplate, habituellement, c'est un peu comme une poire, la shape d'une poire. Puis quand on commence à perdre un peu d'os, on dit que ça devient une poire inversée. Donc, il y a moins d'os en bas qu'en haut. Là, c'est très, très haut risque de redéplacement, de reluxation. Fait que là, on regarde les critères du patient. On dit, en regardant tout ça, oui, votre enfant est très, très haut risque de reluxer. Après ça, je demande, c'est quoi les sports ou le niveau de sport que ton enfant veut faire? Moi, il veut jouer niveau 1, division 1 dans la NCAA. C'est sûr, il a été recruté par XY université. OK, mais là, on va parler du traitement chirurgical. Parce que là, c'est comme une autre game. Ou, il joue de temps en temps avec ses amis à l'extérieur, puis pas trop, puis tu sais, il est comme relativement calme, puis OK. Là, on peut parler de... Là, j'essaie de comprendre c'est quoi leur sphère d'activité, tu sais, c'est quoi leur niveau. Une fois qu'on a ça, puis là, après ça, il faut expliquer c'est quoi les différents traitements. Puis chaque traitement a des pour et des contre. Puis essentiellement, les traitements vont de quelque chose qu'on appelle moins invasif. C'est quand même une chirurgie, c'est juste qu'on fait des petites cicatrices, mais la chirurgie est la même. Fait que pour moi, c'est aussi invasif, là, si on veut. C'est la même chirurgie. Mais qu'on fait de l'arthroscopie, donc on fait des petits pores, des petites incisions autour de l'épaule. On rentre une caméra dans l'épaule, puis après ça, avec des instruments, on va reconstruire l'enveloppe autour de l'épaule. On appelle ça la capsule, puis le labrum. Des fois, les gens peuvent entendre parler de ça dans d'autres articulations aussi, comme dans la hanche. Puis ça, c'est, je te dirais, le traitement de base que les gens vont faire pour ce type de luxation. Ils vont essayer de reconstruire le labrum. C'est comme si on refaisait la petite barrière pour pas que la tête humérale sorte. Exactement. Comme sur l'autoroute, là, la barrière pour pas bumper. Un bumper, là, tu sais, Fait que là, c'est un peu la même chose. On recrée ça par arthroscopie. Ça, c'est la première chirurgie. Cette chirurgie-là fonctionne assez bien. Habituellement, un taux d'échec global de 15%. Mais quand on commence à appliquer les critères de risque, ça monte beaucoup, beaucoup plus. 50% et fait plus. Que si, par exemple, on faisait cette chirurgie-là à un garçon de 15 ans qui joue au hockey compétitif puis qui est hyper mobile. Puis qui a de la perte osseuse. Ben, taux de récidive est extrêmement haut. Okay? En haut, plus que 50%, même plus que 70%. Fait que ça, c'est la première chirurgie. Moins de risque overall, mais plus de risque de récidive. Après ça, il y a des gens qui vont faire la même chirurgie, mais ouverte, ce qui était une plus vieille technique, mais qui est maintenant revenue un peu plus de vogue, là, si on veut, parce que ce qu'ils peuvent trouver, c'est qu'ils ont une meilleure comme prise des tissus, une meilleure réparation, et il y a un peu plus de cicatrices qui se forment, donc les gens perdent un peu plus de mouvement, mais... Par conséquent, ils se disloquent moins. Ils ont moins de luxation parce qu'ils peuvent moins aller se rendre en position intéressante pour la luxation. Fait que ça, c'est un autre traitement qui existe. Un troisième traitement, c'est de prendre le premier traitement, donc l'arthroscopique, puis de rajouter une procédure de plus pour essayer de diminuer l'amplitude articulaire. Donc, ça, c'est des fois, les gens vont entendre parler d'un remplissage. Ça, c'est où on va prendre les muscles de la coiffe de rotateur, puis on va le mettre dans le Pac-Man, le défaut de l'os. Là, on va essayer de remplir l'os avec du muscle pour diminuer l'amplitude articulaire, pour empêcher cette déformation d'os d'aller rentrer dans l'articulation. Puis ce qui arrive avec cette déformation de l'os, c'est que quand la tête humérale frappe l'omoplate, bien, ça fait sortir l'os parce qu'il y a comme un défaut. Fait que là, ça rentre puis ça sort. Puis c'est là où les gens vont essayer de diminuer ça en faisant cette opération. C'est quoi la conséquence de mettre les muscles dans le trou? On n'est pas vraiment sûr, hein? C'est ça le problème, c'est que ça fait à peu près 10-12 ans qu'on fait cette opération-là. Ça n'a pas l'air très physiologique. Là. C'est pas super physiologique. Attacher les muscles dans le fond du Pac-Man. Oui, qui ne sont pas attachés là de façon habituelle. Ils sont attachés un peu plus loin. Fait qu'est-ce que ça fait une grosse différence? On n'est pas sûr. On sait que ça diminue le taux de récidive de façon importante. Il y a une nouvelle étude qui est sortie cette année,
2023-2024. Je ne sais pas c'est en quelle année que ça a été publié, mais moi, je l'ai vu l'année passée. Mais je pense que ça a été publié cette année. Où vraiment, remplissage plus chirurgie arthroscopique est probablement est nettement supérieur à arthroscopie seulement. Puis, le taux de récidive diminue vraiment de façon dramatique, comme presque zéro. OK. Le problème, c'est que c'est pas une étude à long terme. On ne sait pas dans 10-15 ans qu'est-ce que ça fait. Puis là, pour moi, quand on fait ces chirurgies-là des patients de 15 ans, c'est toujours, est-ce qu'on fait la bonne chose pour les 20, 30, 40 prochaines années? Qu'est-ce qui va arriver là, quand ils vont avoir 60 ans? Est-ce qu'ils vont avoir de l'arthrose parce qu'on a changé la mécanique de leur épaule? Très possible. On sait que pendant les années, même quand nous, on était résidents, ça avait déjà arrêté, mais il y avait une chirurgie pour la luxation d'épaule qui s'appelait la thermoablation, où on rentrait un instrument dans l'articulation, puis on brûlait toute la capsule, toute l'enveloppe autour pour la faire diminuer. Puis ce qui arrivait, c'est que les gens développaient de l'arthrose instantanée, comme à 6 mois, à 1 an, ils avaient une arthrose complètement finie de l'épaule. Et on a essentiellement arrêté de faire cette chirurgie-là. Donc, c'est un peu... Il faut toujours savoir un peu ce qu'on fait pour essayer de prédire ce qui va se rendre dans le futur. Mais c'est clair que pour moi, sans avoir des résultats à long terme, c'est difficile de dire si c'est la meilleure chirurgie ou pas. Puis est-ce que tu sais s'il y a des études comme biomécaniques qui ont analysé comme la mécanique des mouvements après les chirurgies? Oui, c'est sûr que ça diminue l'amplitude articulaire, mais ça, c'est essentiellement par design. Là. Je veux dire, c'est ça le but de cette portion-là. Mais c'est difficile à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui a regardé l'impact de l'articulation. Comme vraiment biomécanique. Oui, en fait, les forces de contact, c'est vraiment intéressant ça. De voir. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont regardé un peu les forces de contact avec l'arthroscopie versus d'autres chirurgies qu'on va parler après. Là. Puis ça semble être pas une grosse différence. Là. Fait que ça, c'est ça. Puis une fois qu'on a passé ces options-là, bien là, les prochaines options, c'est surtout pour les gens qui ont soit un très haut taux de récidive estimé ou qui ont une perte osseuse, comme j'ai parlé avant. Donc, ça, c'est surtout une perte osseuse au niveau de l'articulation de l'omoplate, du côté de l'omoplate, ou de la glène, qu'on appelle. Puis ça, il y a plusieurs chirurgies qui existent, mais essentiellement, on remplace l'os avec d'autres os. Puis, on peut prendre la greffe locale, donc un os qui n'est pas loin, puis on le transfère. Ça s'appelle un latarjet. Il y a aussi une greffe, une autogreffe, donc une greffe qui vient du patient, mais à distance. Donc, on prend la crête iliaque, l'os ici, que Marilyn connaît bien parce qu'en colonne, pendant sa formation, ils en ont fait beaucoup. Puis, l'autre option, c'est une allogreffe. Donc, c'est un os d'un cadavre qu'on va recréer la sphéricité de l'articulation pour augmenter l'os pour essentiellement donner plus de couverture à l'articulation. Puis ces différentes options-là, on ne sait pas trop laquelle est meilleure. Ils ont chacun leur problème associé. Le plus gros problème pour moi, c'est que si l'opération n'est pas parfaite, on peut créer une articulation qui est plus à risque d'avoir de l'arthrose. À moyen terme, à long terme, on ne sait pas. Mais c'est sûr que c'est un peu difficile. C'est un peu comme quand il y a les déchirures de ligaments croisés, puis on fait une chirurgie, puis là, les gens, ils développent de l'arthrose, mais c'est le traumatisme initial qui crée de l'arthrose, pas nécessairement la chirurgie. Mais c'est sûr que quand un épaule luxe 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois, bien, il y a un dommage qui est fait au cartilage Fait qu'on ne sait pas si c'est la chirurgie qui a causé l'arthrose ou est-ce que c'est le traumatisme. Fait que c'est ça. Ça, c'est un peu toutes les options. Puis ces chirurgies-là où on va augmenter avec de l'os, que ce soit du patient ou de cadavre, ça se fait aussi arthroscopiquement avec la caméra ou avec une incision. Exactement. Beaucoup d'infos. Moi, j'ai juste... Parenthèse, on dirait que c'est un truc que j'avais pas vraiment compris. Est-ce que ça, pour que la chirurgie fonctionne bien, est-ce qu'on sait si le patient doit venir directement après que c'est luxé l'épaule ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a un temps ou comme... Non, en fait, les chirurgies de luxation, c'est rarement fait en aigu. C'est surtout, même un patient qui décide que je vais faire de la chirurgie, on va faire de la physiothérapie avant pour regagner la proprioception, donc la sensation de savoir où l'épaule est dans l'espace. C'est important parce qu'il faut que le patient sache quand ça va commencer à luxer pour arrêter de faire le mouvement, pour renforcer les muscles de la coiffe, le rotateur, pour juste gagner l'amplitude articulaire
qui est bien. Fait que souvent, c'est fait de façon un peu en délai. C'est sûr que c'est aussi par rapport à l'accès au bloc opératoire. Donc, au Canada, c'est un peu plus long. Pas excessivement plus long, mais c'est plus long. Mais essentiellement, c'est pas vraiment une chose qui se fait en aigu, là. Puis un jeune, là, un 15 ans qui se luxe pour la première fois une épaule, la question qu'ils ont toutes, c'est quand que je recommence à jouer? J'ai pas de bonne... Mettons un traitement conservateur, ça peut être relativement rapide quand même après ça. Moi, je te dirais, dépendant du niveau du sport, pour moi, c'est pas avant 6 semaines. Puis après ça, ce que je leur dis, c'est un peu comme ce que je parlais avec la clavicule, c'est on fait un peu un test. On leur les dit, critères de retour au sport. Ouais, retourne faire de l'entraînement, vois comment ça va, fais du sport non-contact, vois comment ça va, puis augmente progressivement. C'est ça. Fait que retour au patin, ben, quand ils n'ont plus d'attelle, ils ont les mouvements, souvent ils peuvent recommencer à patiner. C'est des bons patineurs en général. Puis on progresse selon... Donc, il faut être sérieux en physiothérapie. 100%. Faire ces exercices à la maison. C'est sûr que moi, je leur dis, c'est que le physiothérapeute ou la physiothérapeute, c'est un coach, c'est un guide. Ils sont là pour montrer les exercices, les faire avec eux, puis de voir leur progrès. Mais la vraie réponse à la physiothérapie, c'est tous les exercices à domicile. Ils font une session par semaine avec le physiothérapeute. Ils font 6 sessions à la maison entre. C'est sûr que c'est 6 fois plus important. Donc, pour moi, c'est vraiment la même chose que les gens qui veulent aller au gym pour avoir des gros muscles. Ben, tu peux pas faire ça une fois par semaine puis espérer que ça va aller bien. Il faut vraiment une dédication. Il faut vraiment faire ça de façon très, très sérieuse. Puis c'est ça où ils vont avoir les meilleurs résultats. Puis là, tu sais, ça, c'est pour si on fait un traitement conservateur, mais après une chirurgie, toi, c'est quoi tes guidelines? Tu sais, moi, je sais que quand j'étais résidente, mettons, quand j'ai commencé ma pratique, je faisais beaucoup de cette chirurgie-là, puis je faisais un 3 mois d'immobilisation dans un attel thoraco-brachial, tu sais, qui garde le bras comme ça, sachant que c'est des jeunes, puis, tu sais, ils n'auront pas tant de problèmes d'ankylose, etc. Fait que c'est quand même très long, là, 3 mois dans cette fameuse attelle avant de commencer à regagner les mouvements. Toi, qu'est-ce que tu fais après une chirurgie pour un jeune, mettons pas pour une personne que tu crains l'ankylose? Ouais. Pour un jeune, moi, c'est à peu près 6 semaines d'immobilisation quand je fais une opération arthroscopique. Si je fais une opération osseuse, c'est 2 semaines. Puis après ça, j'enlève l'attelle, puis je commence à faire bouger le bras, l'épaule. Mais 6 semaines, puis quand je fais une procédure arthroscopique, c'est 6 mois avant le retour au sport de de traumatisme. Puis 3 mois et demi, 4 mois avant le retour avec le laterjet ou autre procédure osseuse. Ça, c'est quand même pas banal. Tu sais, quand tu pèses le pour et le contre après une première luxation, ben, tu peux te dire, ben, je vais bien faire ma physio, puis quand les physios pensent que je suis prêt, ben, on retourne au sport, puis ça peut arriver quand même pas mal plus vite que si tu passes en chirurgie, puis là, tu as quasi 6 mois de réadaptation après, là, donc... C'est quand même un argument. Ça peut être long, mais je te dirais que aussi les indications chirurgicales sont pas pareilles. C'est dans le sens que si c'est une 3e, 4e luxation que tu vas passer de toute façon par chirurgie, t'as pas le choix. Fait que là, c'est une question de savoir. Puis c'est vraiment, pour moi, les risques, les gens qui ont les plus gros problèmes, c'est ceux qui retournent trop vite après une chirurgie, qui se reluxent l'épaule, puis après ça, ils sont comme quasiment 1 an sans faire leur sport parce que ça a un gros impact. Et moi, j'ai eu plusieurs patients qui, pas parce qu'ils me croyaient pas, mais tu sais, ils sont tellement type A, là, alpha, très, très, très niveau en termes de sport. C'est magique. Puis à un haut niveau, des gens qui voulaient aller aux Olympiques ou d'autres choses. Malgré tout ça, tu sais, on fait une chirurgie, on dit OK, on prend, tu sais, on joke des fois, on contrat avec le patient, c'est pas un vrai contrat, mais on leur dit, regarde, moi je vais faire cette opération-là, mais il faut vraiment que tu fasses toutes ces choses-là, puis ouais, sans problème. Puis là, à 4 mois, tu les vois sur la piste de ski, sur leur Instagram, tu sais, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, ouais, je sais un peu. Puis là, ils ont fait un jump, puis là, ils sont tombés, puis ils ont reluxé. Mais là, les Olympiques, c'est parti. Tu sais, ils font plus peur. Puis s'ils avaient attendu 2 mois, je veux pas dire que c'est 100% de chance qu'ils n'aient pas reluxé, mais c'est clair que ça aurait été plus facile de c'est ça le problème avec les jeunes, souvent en post-op, ils vont bien vite, trop vite, puis ils se demandent pourquoi on recommence pas. Mais la réalité, c'est que ça prend du temps pour que les tissus guérissent.
C'est la même chose avec la déchirure du ligament croisé. C'est ça. Après 6 semaines, on se sent bien, puis on comprend pas pourquoi on est arrêté, mais c'est que notre corps, il a besoin de temps, lui. Fait que moi, je dis à tous mes patients, surtout les jeunes garçons, qui sont, je trouve, moins propices à écouter mes recommandations, tu vas te sentir mieux, tu vas penser que tu connais mieux que moi. C'est correct, fais ce que tu veux, mais moi, je te dis, j'ai déjà vu ça, puis c'est ça les problèmes qui vont arriver. Puis je parle aux parents longtemps. Là, vous êtes obligé de le ralentir. Il va juste vouloir aller faire du sport, il va juste aller... Fait qu'il faut vraiment l'empêcher. Puis, habituellement, ça passe mieux. Mais il faut vraiment dire, non, regarde, je sais, tu vas te sentir mieux, tu vas vouloir aller faire, je sais, ça pas la première fois que je le fais, mais je te dis, fais-le pas. Là, tu peux là, après ça, ils reviennent à 4 semaines. Ah, ça va vraiment bien, beau. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, t'as dit de pas rien faire. Mais c'est comme ça que ça arrive. Puis c'est vraiment la meilleure façon, c'est d'avoir une discussion ouverte avec les patients et leurs parents. Puis ensemble, de dire, regarde, on a pris les risques de la chirurgie. Mais là, il faut augmenter le taux de réussite. Succès, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je sais pas, Karianne, si tu as encore d'autres questions en lien avec l'instabilité d'épaule. Là. Je pense que c'est quand même ça fait quand même un bon résumé, mais je pense qu'il faut retenir de ça, dans le fond, c'est il n'y a pas une solution, il n'y a pas une recette qui s'applique à tout le monde. C'est vraiment une discussion qu'on a avec son chirurgien qui va évaluer les critères de notre personne, les facteurs de risque, puis après, de voir c'est quoi les objectifs du patient. Puis en fonction de là, ben, on peut arriver à une décision sur le meilleur traitement pour cet épisode-là. C'est, j'aime bien, il y a une phrase aux États-Unis qui existe pour l'assurance, puis ça s'appelle ça « shared decision making ». Puis c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, qui est vraiment important dans ces chirurgies-là où il y a beaucoup de zones grises. C'est que tu prends le temps de prendre une décision partagée avec le patient ou avec la famille, dans ce contexte-là, pour dire « ça, c'est le problème ». Ça, c'est ce qu'on pense qui va arriver. Ça, c'est nos solutions potentielles. C'est quoi l'outcome que vous désirez. Puis après ça, ben OK, on prend une décision. Ça, c'est notre décision ensemble à 3 ou à 5 ou whatever. Puis c'est là où on s'en va. Oui, exactement. Fait qu'on prend la décision puis on va dans cette direction-là. Cool pour l'instabilité d'épaule. Maintenant, étant donné que on a un ami en commun qui parle souvent du sport comme étant quelque chose de dangereux, on n'est pas d'accord avec ça nécessairement, mais étant donné qu'on a la chance de t'avoir avec ton expérience de l'hôpital de Grey's Anatomy, tout ça, en trauma, on va te poser 2 questions sur ta pratique. Fait que, est-ce que tu peux nous parler du pire trauma que tu as vu dans un contexte, qui est arrivé dans un contexte sportif? Oui, en fait, moi, je vois beaucoup de gens polytrauma en termes d'accidents de voiture, accidents de ferme, accidents, tu sais, qui arrivent en hélicoptère. En hélicoptère. Et puis, ça, c'est quelque chose de très particulier. Puis ça, je peux te parler des pires traumas que j'ai jamais vus. Puis le pire que j'ai jamais vu, c'est chez un jeune de 16 ans. Mais en termes de sport, les choses qu'on voit le plus souvent, en fait, moi, ce que je vois le plus souvent, c'est beaucoup de sports de secondaire. Donc, des choses, peu importe. Puis, probablement le trauma que je me rappelle le plus, c'est une cheerleader de l'Université de Washington qui était en haut de la pyramide, sa dernière compétition. On les voit des fois à ESPN, là, tu sais, les compétitions nationales, là, puis elle est tombée d'en haut de la pyramide. Puis, elle a un petit traumatisme crânien, mais aussi, elle a fracturé l'humérus au complet. Donc, je pense que j'avais compté 16 morceaux de en haut jusqu'en bas. Puis c'était sa dernière compétition. Puis le bras était complètement mou, puis vraiment, vraiment difficile pour elle là, de se rétablir. Fait que ça, c'est J'imagine que ça a été difficile pour toi à remettre en place. Ouais. Mais je veux dire, c'est un défi, mais moi, j'aime ça les puzzles. Là, fait que c'est pour ça qu'on a choisi la job. Mais c'est vraiment... c'est quelque chose où on a mis une plaque qui part du coude pour aller jusqu'en haut à l'épaule. Puis je me rappelle bien parce que c'est quelqu'un qui était jeune, en pleine santé, puis qui est juste tombé d'en haut. Puis c'est des choses qui peuvent arriver. C'est quelqu'un qui a très, très... beaucoup d'expérience, puis même à ça peut arriver. Oui, ça arrive. Puis comme centre de référence en trauma, tout ça, en termes de fréquence, est-ce qu'il y a des blessures que tu vois vraiment souvent pour un certain sport? C'est sûr que tous les sports de vélo de montagne, vélo de la route, là, c'est classique
pour les clavicules, c'est comme la blessure la plus commune. Moi, je vois beaucoup de jeunes patients. Je suis peut-être moins applicable dans ce contexte d'adolescent, là, mais je parle plus comme des 5 ans à 8 ans là, qui ont font de la trottinette. La trottinette électrique, là, les gens ils prennent les... Je sais pas si on sait ici, là, les Lime scooters ou les Bird scooters, là, mais en tout cas, c'est comme une épidémie de fractures. Fait que même les petits, ils prennent ça. Puis... Ils prennent ça parce qu'ils voient leurs cousins, leurs sœurs, leurs frères qui sont 18 ans ou 16 ans, whatever, puis ils veulent monter dessus avec eux. Des fois, ils sont à 2 dessus. Fait que ça, c'est un autre genre de choses. C'est pas vraiment un sport, mais c'est vraiment dangereux. Puis le problème, c'est que les gens, même s'ils sont très, très bons, ils sont actifs, ils ont beaucoup de capacités, ils sont complètement découverts. C'est juste eux. Puis ils peuvent aller quand même assez vite avec surtout ceux qui sont électriques. Là. Puis des autos, ça vient nulle part, ils se font frapper. Fait que ça, je te dirais, c'est les plus communs pour les jeunes sans avoir d'accident d'auto, là, de vraiment gros traumas. Puis en termes de sport, c'est sûr qu'il y a les classiques là, en termes de soccer, les traumatismes là, au genou, le football, tout. En fait, le football, là, tu peux te casser tout, là, mais vraiment les clavicules, l'instabilité d'épaule antérieure, l'instabilité d'épaule postérieure, les traumatismes au genou, les traumatismes au pied, les traumatismes à la cheville. Fait que tout ça, c'est vraiment fréquent. Puis des choses qui existent peut-être moins au Québec, mais le pickleball, là, je sais pas si c'est quelque chose qui commence à grossir. Là. Pickleball, c'est le contraire. Il y a beaucoup d'âge d'or qui jouent, mais maintenant, à Seattle, il y a beaucoup de jeunes qui jouent ça aussi. Puis, il n'y a pas vraiment de blessure particulière, mais c'est comme surtout du outstretched arm. Là. Fait que les gens, ils vont aller essayer de prendre une balle, puis ils vont vraiment se donner par rapport à l'âge d'or, qu'ils vont juste la laisser tranquille. Là. Fait que là, ils vont tomber, puis c'est des luxations d'épaule, des fractures du poignet, des choses comme ça. Ah, intéressant. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter? Tu sais, comme on a la chance de t'avoir ici de Seattle, est-ce que tu veux dire quelque chose aux jeunes qui veulent faire du sport? Est-ce que la conclusion, c'est le sport est dangereux? Non, la conclusion, c'est que le sport est extrêmement utile, mais qu'il va avoir des risques de blessures qui sont non mitigables. En le sens que on peut faire tout ce qu'on peut pour essayer d'augmenter ou diminuer le risque d'avoir les blessures, mais si on joue à un sport à un haut niveau pendant un long moment, on va se blesser. Il y a un risque. Il y a un risque on peut jamais le rendre à zéro. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut essayer de diminuer les risques possibles. Donc, les prehab, les renforcements de muscles, programmes de prévention pour le genou, pour l'épaule. Il faut essayer d'augmenter de façon graduellement après une blessure pour retourner au sport. Puis après ça, il faut dealer avec les problèmes quand ils arrivent de façon comme on vient d'en parler. Une décision en famille, avec un médecin ou avec une physio pour voir c'est quoi les prochaines étapes. Puis il faut vraiment investir dans sa réhabilitation. Ça, c'est une autre chose que les gens, je pense, comprennent pas. Pas juste les jeunes, les personnes, les adultes aussi. Moi, je ne peux pas dire le nombre de fois que les gens pensent qu'on fait une chirurgie, ça va régler tout. Moi, je leur dis, ma partie est courte, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Votre partie, c'est 3 mois. C'est beaucoup plus long. Si y a un bon résultat, c'est pas parce que moi, j'ai fait 3 heures de chirurgie, c'est parce que vous avez fait 3 mois de réhabilitation. C'est sûr que si ma partie, je fais un échec, ben c'est sûr que je les mets pas en bonne situation. Mais vraiment, l'idée que les patients doivent s'investir dans leur réhabilitation, c'est vraiment une chose que je pense qui est importante. Puis surtout pour les jeunes adolescents actifs qui veulent faire du sport à un haut niveau, c'est ultra important. Fait que moi, je te dirais que c'est ça la plus grosse leçon que moi, je peux te dire. Puis l'autre chose, c'est qu'on en a parlé un peu dans le dernier épisode, mais la médecine aux États-Unis, la médecine au Canada, c'est pas tant différent. Oui, il y a des différences. Il y a des différences un peu médico-légales, il y a des différences en termes de ressources disponibles, mais les principes de base sont semblables. Puis je te dirais qu'au Canada, on a de très bons chirurgiens, on a de très bons centres de référence qui se comparent très bien. Les gens qui travaillent au Canada, ils viennent parler partout dans le monde, puis ils sont très, très bons. Fait que c'est pas parce qu'on est dans un pays qui est plus petit, moins de population, moins de ressources, que c'est pas des gens qui sont bien formés. Mais fait que, il ne faut pas toujours aller chercher quelqu'un qui ne joue pas à un niveau très, très élevé, pas obligé d'aller en deuxième opinion à LA pour aller se faire dire exactement la même chose. Super. Ben, merci
Un grand merci. C'était plaisir. vraiment intéressant. Puis on verra si on te ramène ici sur le sideline plus tard, dans un futur. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.